Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Dites-nous aussi d'où vous regardez. Pays, ville ou région. Je lis tous les commentaires et cela permet à la chaîne d'atteindre un public plus large qui apprécie ce type de contenu. Le milliardaire Étienne Morel-Hill avait toujours cru que l'argent pouvait combler le vide. À 58 ans, à la tête d'un empire technologique européen, il traversait Paris en voiture discrète, sans escorte, observant la ville comme un étranger. Sans héritier, sans famille proche, ses relations humaines avaient été remplacées par des contrats, des chiffres et des acquisitions stratégiques. L'achat de l'hôtel particulier n'avait pas été un caprice, mais une impulsion rare, presque irrationnelle. Un manoir de Montreval situé dans un quartier ancien et peu fréquenté du 16e arrondissement, la maison était restée fermée pendant plus de 80 ans. Construite au début du XXe siècle, elle avait survécu aux 2 guerres mondiales, à l'occupation nazie et aux transformations successives de Paris. Officiellement, la propriété avait appartenu à une famille aristocratique disparue. Officieusement, les agents immobiliers évitaient d'évoquer son passé. Le prix, étonnamment bas pour le quartier, fut ce qui attira d'abord l'attention d'Étienne. Le jour de la signature, aucun représentant de la mairie ne se présenta. Seul un notaire âgé, aux mains tremblantes et au regard inquiet, insista sur une clause inhabituelle. Le nouvel acquéreur assumait l'entière responsabilité de toute découverte structurelle, historique ou non documentée. Étienne signa sans hésiter. Il l'avait appris très tôt, que trop de questions ne faisaient que retarder les décisions. Le manoir se dressait derrière un portail en fer rouillé, recouvert d'un épais lierre. La façade de pierre sombre semblait absorber la lumière du jour, comme si le bâtiment était plongé dans une ombre perpétuelle. De hautes fenêtres, certaines brisées, d'autres condamnées par de vieilles planches, donnaient sur la rue avec une symétrie troublante. Aucun graffiti, aucune trace d'effraction. Seulement l'abandon méthodique, presque respectueux. En entrant pour la première fois, Étienne remarqua quelque chose qui ne figurait pas dans les rapports techniques. Le silence qui y régnait était inhabituel. Ce n'était pas une absence totale de son, mais une sorte de suspension. Ses pas résonnaient de façon irrégulière, comme si les couloirs absorbaient le bruit avant qu'il ne se propage. L'air était imprégné d'une odeur de bois humide, de vieille poussière et d'une odeur métallique, difficile à identifier. L'antagoniste de cette histoire ne se présentait pas d'emblée comme une personne, il se manifestait dans le décor, dans les portes verrouillées sans clé apparente, dans les miroirs recouverts d'épais draps, dans les meubles trop intacts pour une maison abandonnée depuis si longtemps. Chaque objet semblait avoir été laissé exactement à sa place, comme si quelqu'un s'était absenté quelques minutes seulement et n'était jamais revenu. Lors de l'inspection initiale, les ingénieurs ont découvert quelque chose d'inattendu.
Une porte métallique massive au sous-sol dissimulée derrière de fausses étagères dans l'ancienne cave à vin. La structure ne correspondait pas à la période de construction d'origine. Elle était plus moderne, de style industriel. Soudée au mur de pierre avec une précision incompatible avec les rénovations courantes, son installation n'a fait l'objet d'aucune documentation. Plus inquiétant encore était l'estroit cadenas, tout était rouillé mais intact. Aucune clé n'a été trouvée dans le manoir. Interrogé, l'archiviste municipal ne présenta que des documents fragmentaires. En 1942, durant l'occupation allemande, l'hôtel particulier avait été réquisitionné temporairement par les autorités du régime collaborationniste français. Officiellement, il servait de résidence administrative. Officieusement, les archives de cette époque avaient disparu dans un incendie accidentel en 1946. La nuit, seul dans son bureau improvisé, Étienne examinait de vieux plans lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Les dimensions du sous-sol ne correspondaient pas. L'espace indiqué était plus petit que la surface réelle. Statistiquement, il y avait mètres carrés cachés entre les murs. Ce même matin, les détecteurs de mouvement nouvellement installés se sont déclenchés sans enregistrer de présence humaine. Les caméras n'ont montré que des couloirs vides. Pourtant, des portes restées ouvertes apparaissaient fermées sur les enregistrements suivants. Le premier employé a démissionné 2 jours plus tard, affirmant avoir entendu des bruits de coups provenant du sol, à intervalles réguliers, toujours vers 3 heures du matin. Un autre a déclaré avoir ressenti des vibrations sous ses pieds, comme si quelque chose de lourd était lentement traîné sous la maison. Étienne, pourtant, ne recula pas. Au contraire, quelque chose dans cette demeure l'attirait silencieusement et constamment. Ce n'était pas la peur, c'était une reconnaissance. Comme si ce bâtiment recelait des secrets aussi enfouis que les siens. Il a autorisé l'ouverture de la porte du sous-sol, mais il a exigé que cela soit fait seulement après des recherches historiques approfondies. Le problème était simple et inquiétant. Personne ne semblait disposé à enquêter plus avant. Et plus Étienne insistait, plus les réponses disparaissaient, comme si le manoir ne voulait pas être compris. L'hôtel particulier de Montreval n'était pas isolé du monde, il s'y fondait parfaitement. Le quartier environnant, élégant et paisible, semblait l'ignorer délibérément. Les cafés ouvraient leurs portes chaque matin, les enfants allaient à l'école, les habitants promenaient leurs chiens de race, mais personne ne flânait sur le trottoir, devant le portail rouillé. On n'y voyait ni vieilles pancartes à vendre, ni articles récents dans la presse locale. L'hôtel particulier était tout simplement un étranger au quotidien. Étienne le remarqua dès les premiers jours. Lorsqu'il mentionnait l'adresse aux commerçants du quartier, les réponses étaient vagues et gênées. Certains prétendaient ne pas connaître l'endroit, d'autres changeaient de sujet. Un fleuriste, en entendant le nom de Montreval, laissa tomber un vase et s'excusa sans donner d'explication. Le silence était pesant, comme les murs de pierre de la maison.
Pour mener les recherches historiques, Étienne a engagé Claire Dumas-Clerc, historienne spécialiste de la France, occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ses prédécesseurs, accepta le poste sans hésitation, à une condition toutefois, un accès complet aux archives privées de la demeure, y compris au sous-sol. Son intérêt n'était pas financier mais professionnel, presque obsessionnel. Montreval apparaissait dans d'anciens documents sous la forme d'une note de bas de page récurrente, toujours incomplète. Claire était méthodique, réservée, et observait la demeure comme on analyse un corps lors d'une autopsie. Elle ne cherchait pas à idéaliser les lieux. Elle notait les détails, des marques sur les murs, le type de serrure, l'épaisseur des portes, des odeurs persistantes. C'est elle qui a mis le doigt sur un point crucial. Pendant l'occupation, de nombreuses propriétés réquisitionnées officiellement servaient aussi à d'autres fins. Interrogatoire, détention provisoire, entreposage de documents sensibles. Le fait que Montreval ait eu une vocation trop administrative pour un lieu d'habitation a éveillé les soupçons. Un autre personnage s'est intégré à la routine familiale. Luc Bernard Luc, l'archiviste municipal. Un homme mince, à la voix grave, qui travaillait aux archives de Paris depuis des décennies. Il n'aimait pas se rendre en personne à l'hôtel particulier, préférant remettre les documents dans des cafés ou directement aux archives municipales. Luc connaissait les failles du système. Il savait où des pages avaient été arrachées, où des dossiers avaient été falsifiés après la guerre pour protéger des noms encore influents. Peu à peu, des bribes d'histoire ont émergé. En 1943, Montreval avait été associé officieusement à une unité collaborationniste française liée à la Gestapo allemande. Les noms n'ont pas été consignés. Seuls des initiales, des codes administratifs et des ordres de mutation signés par des autorités disparues après la libération subsistent. Plus étrange encore, aucune trace des habitants après 1944. La maison n'avait pas été réclamée par les héritiers. Elle avait été scellée, en silence. Claire a découvert quelque chose d'encore plus inquiétant dans les anciens plans, une divergence structurelle intentionnelle. Le sous-sol d'origine avait été agrandi pendant la guerre, mais cet agrandissement n'a jamais été consigné. Les murs intérieurs étaient plus récents que le reste des fondations. Le type de béton utilisé correspondait aux constructions militaires de l'époque, et non aux constructions résidentielles. Entre-temps, Étienne commençait à ressentir le poids psychologique du lieu. Il dormit peu la nuit passée au manoir, non pas à cause de bruits distincts, mais à cause d'une impression constante d'être observé. Des objets changeaient subtilement de place. Une chaise se déplaçait de quelques centimètres, une porte s'entr'ouvrait alors qu'elle était fermée. Rien de prouvable, tout était impossible à nier. Le personnel ne travaillait plus que le jour. La nuit, le manoir était vide, à l'exception d'Étienne. Il refusait de sortir, peut-être par entêtement. Peut-être aussi parce que dans cet isolement, la maison paraissait moins hostile, comme si elle réagissait à la présence humaine selon ses propres critères. Claire avait elle aussi changé. Plus elle avançait dans ses recherches, plus elle passait de temps en silence dans la cave, à observer la porte métallique scellée.
Elle remarqua de vieilles rayures sur le sol, des marques d'impact sur le mur d'en face et des traces de rouille mêlées à une substance plus sombre, incrustée dans la pierre. Elle ne disait rien. Elle se contentait de noter ses observations. Luc, à son tour, a révélé un élément crucial au cours d'une conversation tendue. Après la guerre, plusieurs propriétés liées à des détentions illégales ont été délibérément effacées de la mémoire officielle pour éviter les procès et l'instabilité politique. Montreval semblait être l'un de ces lieux. Un espace où l'on entrait et où l'on ne ressortait jamais. Le manoir cessa alors d'être un simple décor. Il devint un acteur. Un lieu façonné par des décisions humaines extrêmes, imprégné d'un silence imposé, où l'absence était plus éloquente que n'importe quel document. Et plus le passé refait surface, plus il devenait évident que la porte du sous-sol n'avait pas été scellée pour empêcher toute intrusion, mais pour garantir que rien n'est jamais sorti. L'autorisation d'ouvrir la porte du sous-sol fut une fois de plus retardée. Non par manque de moyens, mais en raison d'une série d'incidents de plus en plus nombreux qui rendaient toute avancée technique plus délicate. Chaque tentative pour s'approcher semblait provoquer une réaction du manoir lui-même, comme si le bâtiment réagissait aux intentions humaines, avant même qu'elles ne soient mises en œuvre. Le premier obstacle est apparu lorsque les ingénieurs ont tenté d'analyser la structure de la porte avec des équipements modernes. Les capteurs ont affiché des relevés instables, indiquant des variations de densité derrière la paroi métallique, un phénomène physiquement improbable. Lors d'une mesure, l'appareil a tout simplement cessé de fonctionner, sans court-circuit ni dommage apparent. Le technicien, Blême, a déclaré avoir ressenti une pression soudaine dans les oreilles, comme lors d'une chute vertigineuse. Claire insista pour que les travaux se poursuivent, mais à une condition. Tout devait être documenté manuellement, sans se fier uniquement aux archives numériques. Elle commençait à soupçonner que certaines preuves ne résistaient pas à l'épreuve du temps, ni à celle des nouvelles technologies. Pendant ce temps, Étienne était confronté à un conflit différent, plus intime. Il en était venu à s'identifier, de manière troublante, au manoir. Tous deux étaient des édifices imposants, admirés de loin, mais isolés intérieurement. Tous deux avaient accumulé des couches de silence pour survivre. Cette reconnaissance silencieuse le conduisit à ignorer les avertissements rationnels. Lorsque Claire suggéra d'interrompre temporairement les investigations, Étienne refusa. Il ne haussa pas la voix. Il maintint simplement sa décision. La tension est montée d'un cran lorsqu'un ouvrier a disparu pendant plusieurs heures à l'intérieur du manoir. Il avait été chargé de dégager les débris dans le couloir menant au sous-sol. Les caméras n'ont enregistré que son arrivée, pas son départ. Lorsqu'il est finalement réapparu dans le jardin, il était désorienté, ses vêtements couverts de poussière et il portait une marque violacée au poignet, comme s'il avait été retenu de force. Il ne se souvenait de rien après avoir descendu les premières marches. Après cet épisode, l'équipe a refusé de continuer.
Seuls Étienne, Claire et de temps à autre, Luc, qui visitait les lieux avec un malaise évident, sont restés. Le conflit principal n'était plus seulement historique, il était devenu physique, psychologique et immédiat. Claire a approfondi l'enquête de son côté. Dans les dossiers non catalogués, elle a trouvé des références indirectes à transfert de nuit. Ces événements se sont déroulés en 1943. Des camions banalisés sont arrivés au manoir après le couvre-feu. Il n'y avait aucune liste de prisonniers. Seuls des registres de livraison existaient, chaux, chaînes, lampes industrielles et d'importantes quantités d'eau. Des objets incompatibles avec une résidence administrative. Un détail a été répété. Le nom de code du lieu dans les documents n'était pas Montreval, il était seulement Chambre R. Claire fit part de sa découverte à Étienne. Il écouta en silence, les yeux rivés sur le plan du sous-sol. Pour la première fois, il envisagea la possibilité que la porte scellée dissimulât non seulement un espace physique, mais un mécanisme d'effacement de l'histoire. Un lieu où l'État avait laissé se produire l'indicible, puis avait fait comme si de rien n'était. Le manoir semblait réagir à chaque mouvement. La nuit, les capteurs s'activaient de façon rythmique, toujours près du sous-sol. Ils n'indiquaient pas de mouvement, mais des vibrations. Le sol tremblait légèrement, comme si quelque chose de lourd se déplaçait lentement sous la maison. Aucun bruit métallique ne se faisait entendre. Juste un léger frottement, plus perceptible par le corps que par les oreilles. Étienne avait pris l'habitude de dormir dans une chambre au rez-de-chaussée, près de l'escalier menant au sous-sol. Non par confort, mais pour être surveillé. Il avait le sentiment que déménager lui ferait perdre le contrôle. Une nuit, il se réveilla, la lumière du couloir allumée. Les caméras ne montraient rien. Pourtant, la porte métallique apparut sur l'écran, les cadenas légèrement inclinés, comme si on les avait touchés. Le conflit s'est envenimé lorsque Claire a découvert une correspondance privée, jamais consignée officiellement. Des lettres échangées entre des officiers collaborationnistes français décrivaient interrogatoires prolongés les exercices, menés en contrebas de la résidence, étaient chronométrés non pas à l'horloge, mais à l'endurance physique. Une des lettres précisait que l'isolement absolu faisait partie de la méthode et que aucun témoin ne pouvait en sortir indemne. Claire hésita avant de montrer les documents à Étienne. Lorsqu'elle le fit, elle comprit que quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas du choc, mais de la détermination. Il autorisa immédiatement l'ouverture de la porte, même sans soutien institutionnel, même sans équipe au complet. Luc tenta de l'empêcher. Il expliqua que certains lieux restaient fermés non par manque de curiosité, mais par nécessité sociale. Ouvrir Montreval reviendrait à rouvrir des plaies que Paris avait préféré mal cicatriser. Mais le conflit ne permettait plus de recul. Le matin prévu pour l'inauguration, alors qu'elle enlevait les derniers débris de la cave, Claire remarqua quelque chose de nouveau sur le sol. Empreinte récente, recouvert d'une poussière ancienne. Il n'appartenait à aucun d'eux. Et ils l'ont porté directement jusqu'à la porte scellée.
La décision d'ouvrir la porte de la cave déclencha des réactions parallèles qu'Étienne n'avait pas anticipées. Tandis que l'attention restait focalisée sur le manoir, des forces extérieures, humaines, bureaucratiques et silencieuses, commencèrent à se resserrer, comme si le passé avait été averti d'une profanation imminente. La première piste se dessina avec Claire. Approfondissant ses recherches au-delà des archives officielles, elle commença à consulter des collections privées et à recueillir des témoignages oraux auprès de familles installées de longue date dans le quartier. Une veuve octogénaire, après de longues hésitations, révéla que son père avait été policier pendant l'occupation et qu'il ne mentionnait Montreval que comme l'endroit où personne ne criait. D'après lui, les murs étaient trop épais pour laisser passer le son, et cela faisait partie du plan. Claire nota chaque mot, consciente que ce genre de souvenir ne survivait que tant que quelqu'un était disposé à l'écouter. Pendant ce temps, Luc était confronté à son propre dilemme. En aidant Étienne, il transgressait les normes implicites du système archivistique français, des règles non écrites qui déterminaient ce qui devait rester enfoui pour préserver la stabilité institutionnelle. Luc découvrit que son nom figurait sur une liste récente d'accès surveillés. Il n'y eut aucune menace directe, seulement un avertissement informel lui intimant de modérer sa curiosité. La pression ne venait pas d'un individu, mais d'un mécanisme ancien, habitué à fonctionner de manière anonyme. À l'intérieur du manoir, une autre intrigue se tramait discrètement. Étienne commença à remarquer des changements physiques dans l'espace. Les couloirs semblaient plus longs la nuit, les portes mettaient quelques secondes de plus à réagir au toucher. La vieille horloge du hall principal, arrêtée depuis des décennies, se remit à fonctionner spontanément, affichant toujours des heures inexactes, en avance ou en retard, comme si elle n'était pas synchronisée avec l'heure extérieure. Claire remarqua quelque chose d'encore plus inquiétant. L'odeur métallique dans la cave s'intensifiait à mesure qu'elle s'approchait de la porte scellée, mais disparaissait complètement lorsqu'elle s'éloignait. Ce n'était pas de la moisissure. Ce n'était pas de la rouille ordinaire. C'était une odeur associée à une présence humaine dans des situations extrêmes, une odeur qui ne devrait pas persister après tant d'années. Une autre intrigue secondaire a émergé avec la découverte d'un vieux carnet dissimulé dans une fausse cloison de la bibliothèque. Cet objet ne figurait dans aucun inventaire. Rédigé dans un français soutenu, sans signature, il décrivait des roulements, des horaires irréguliers et des procédures du silence. Aucun nom de victime n'y figurait, seulement des numéros. Chaque entrée se terminait par la même observation, transfert terminé. Aucune destination n'a été mentionnée. Entre-temps, le voisinage a réagi discrètement. Un habitant a envoyé une lettre anonyme à Étienne, lui demandant d'interrompre les travaux pour le bien de tous. Aucune menace explicite, juste un appel collectif, comme si la communauté avait conclu un pacte tacite des décennies auparavant.
La lettre ne comportait pas d'adresse de retour. Ces intrigues secondaires ont peu à peu convergé, tissant une toile complexe autour du manoir. Ce n'était plus seulement un secret historique, mais un accord social tacite. Montreval existait pour abriter quelque chose que personne ne voulait nommer. La pression du temps s'intensifiait. Claire découvrit que certains des dossiers confidentiels qu'elle avait consultés seraient bientôt reclassifiés et deviendraient inaccessibles indéfiniment. Luc reçut une notification officielle annonçant sa retraite anticipée, une décision administrative sans lien avec ses activités récentes. Le temps, comme l'espace, commençait à se resserrer. À l'intérieur du manoir, un événement apparemment anodin a semé la zizanie. Au petit matin, un des cadenas de la porte du sous-sol a été découvert. Ouvrir sans forcer l'ouverture, elle s'est simplement déverrouillée. Les deux autres sont restés intacts. Personne n'a revendiqué la responsabilité. Les caméras, une fois de plus, n'ont enregistré aucun mouvement. Claire insista pour que le cadenas soit retiré et examiné. En le touchant, elle réalisa que le métal était brûlant, chose impossible pour un objet enchâssé dans de la pierre froide. Elle recula instinctivement, comme si elle avait franchi une limite invisible. Ces intrigues secondaires ne détournaient pas l'attention du conflit principal. Au contraire, elles le rendaient plus intense. Chaque personnage subissait des pressions différentes, chaque découverte réduisait les possibilités de repli. Le manoir n'était pas qu'un simple lieu, c'était un point de convergence entre la mémoire, la culpabilité et le silence institutionnel. Et plus les pièces du puzzle apparaissaient, plus il devenait clair que l'ouverture de la porte ne constituerait pas le point culminant de l'histoire. Ce ne serait que le début des conséquences. La porte ne s'ouvrit pas brutalement, ni avec le fracas que tous redoutaient. Le moment décisif arriva presque froidement, comme une opération chirurgicale pratiquée trop tard. Lorsque le dernier cadenas fut retiré, aucune résistance ne s'opposa. La porte s'ouvrit lentement, lourdement, libérant un air stagnant qui semblait avoir attendu des décennies pour cet instant. L'odeur n'était pas celle d'une décomposition ordinaire. Elle était sèche, minérale, mêlée à une odeur chimique. Claire l'a immédiatement reconnue, de la chaux, utilisée pour neutraliser les odeurs et accélérer la disparition des traces organiques. Cela confirmait ce que les documents n'avaient fait qu'insinuer. L'espace derrière la porte n'avait rien d'une pièce ordinaire. C'était un couloir étroit, aux murs de béton brut. De vieux lampadaires industriels étaient encore fixés au plafond, certains intacts, d'autres brisés. Aucun n'était allumé, mais les fils restaient connectés à un réseau électrique hors service. Le couloir descendait en pente douce, donnant l'impression que le sol guidait le corps sans effort. En avançant, Claire remarqua quelque chose qui changea tout. Marques récentes, sur le béton aucune rayure ancienne. Des marques récentes, trop nettes pour dater d'il y a des décennies. Quelqu'un, ou quelque chose, est passé par là récemment. Le couloir menait à une grande pièce circulaire, sans fenêtre. Au centre, une bouche d'égout industrielle était recouverte d'une lourde grille. Des chaînes étaient fixées au mur à intervalles réguliers. Aucun instrument n'était visible, mais l'usure du sol témoignait de passages répétés, concentrés en des points précis. Rien n'était improvisé, c'était intentionnel.
Le tournant s'est produit lorsque Claire a trouvé une plaque de métal fixée au mur, partiellement recouverte de chaux durcis. Après un nettoyage minutieux, elle a révélé une inscription en allemand, suivie d'une inscription en français. Unité de détention temporaire, salle R. Le transfert final se déroule dans le silence. Il ne s'agissait pas seulement d'interrogatoire. C'était un lieu de transit. Les gens y étaient maintenus jusqu'à ce qu'ils cessent de poser un problème administratif, puis ils disparaissaient définitivement. Étienne resta immobile. Pour la première fois depuis l'acquisition de la demeure, il n'avait plus le sentiment de maîtriser la situation. Il se sentait responsable. L'achat n'était plus un acte privé. Il avait hérité d'un crime structurel. Le véritable tournant, cependant, survint quelques minutes plus tard. En examinant un mur latéral, Claire remarqua quelque chose d'impossible. Un porte intérieur quasiment invisible, parfaitement aligné avec le béton. Elle ne figurait sur aucun plan, ancien ou récent. Il n'y avait pas de poignée, juste une fente verticale. Lorsqu'ils ont poussé, l'espace au-delà n'était pas souterrain. Air habitable, une petite chambre, trop propre, trop rangée, une simple table, un lit étroit, un lavabo fonctionnel. Et, sur la table, un vieux magnétophone analogique, branché sur secteur, un objet qui n'a rien à faire là. L'enregistreur était allumé. Lorsque Claire appuya sur le bouton lecture, une voix masculine se fit entendre, faible mais claire. Il parlait français. Il énumérait des dates, des noms, des procédures, non pas comme un journal intime, mais comme enregistrement continu, maintenu pendant des décennies. La voix a évoqué la nécessité de maintenir le site opérationnel et de veiller à ce que sa fonction initiale ne soit pas interrompue, quels que soient les changements politiques. Cela a balayé toutes les hypothèses précédentes. La salle R n'était pas un simple vestige historique. Il n'avait jamais été désactivé. Étienne comprit alors que le manoir n'abritait pas seulement les morts. Il abritait un fonction un mécanisme créé pour absorber les personnes que le système avait décidé d'effacer, avant, pendant et après la guerre. La prise de conscience fut immédiate et brutale. La porte n'avait pas été ouverte par simple curiosité historique. Elle a été ouverte car le cycle devait se poursuivre. En quittant la pièce, ils découvrirent quelque chose de nouveau dans le couloir principal. Empreintes mouillées, récemment, menant à l'extérieur, vers l'escalier du manoir. Ils n'étaient pas à eux. Le passé n'y était pas prisonnier. Il était actif. La découverte de la salle R n'apporta aucun réconfort. Elle sema la désorientation. Cet espace nouvellement dévoilé ne se comportait pas comme une ruine historique, mais comme un mécanisme en perpétuelle activité, indifférent au passage du temps et au changement de régime. Chaque détail, de l'électricité toujours active au magnétophone en état de marche, soulevait une question que personne n'osait poser à voix haute. Qui l'avait maintenu en vie? La première réaction de Claire fut pragmatique.
Elle catalogua tout avec une rapidité quasi automatique, comme si la méthodologie académique pouvait contenir l'impact émotionnel. Elle photographia les inscriptions, nota les coordonnées, décrivit les matériaux. Mais ses mains tremblaient. La logique historique qui avait toujours guidé son travail ne pouvait se résoudre à un espace resté non répertorié pendant des décennies, sans témoins officiels, sans interruption. Étienne réagit différemment. Le silence qui le caractérisait s'intensifia. Il se mit à arpenter le manoir avec une attention obsessionnelle, vérifiant portes, capteurs et registres électriques. Pour la première fois, il envisagea sérieusement que l'acquisition de Montreval l'avait placé au centre d'une machine opérant en marge de la loi, voire au-delà. Luc, informé de la situation, refusa de descendre à la cave. Sa réaction fut immédiate et sans appel. Il déclara que cette découverte dépassait toutes les limites, tant archivistiques que légales. Selon lui, la pièce R représentait un secret d'un genre nouveau, ayant survécu précisément parce qu'il n'avait jamais été nommé. La révéler au grand jour reviendrait à affronter non seulement le passé, mais aussi des structures encore en activité. Les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. Le lendemain matin de l'inauguration, Claire constata des signes évidents d'effraction. La table du salon avait été déplacée, le magnétophone repositionné, et un des carnets manquait. Les caméras n'avaient toujours rien enregistré. La demeure réagissait comme un organisme, corrigeant les perturbations extérieures. Étienne tenta de solliciter des contacts institutionnels de haut niveau, ministères, fondations historiques, anciens alliés politiques. Les réponses furent évasives, voire inexistantes. Certaines réunions furent annulées sans explication. D'autres ne furent jamais confirmées. La conséquence la plus évidente fut un isolement progressif. Plus il s'efforçait de communiquer sa découverte, moins le monde extérieur lui était accessible. Claire remarqua un autre effet inquiétant. Le comportement du manoir avait changé. L'atmosphère n'était plus hostile, mais empreinte d'attente. Les vibrations nocturnes cessèrent, les capteurs restèrent inactifs. C'était comme si le lieu avait perçu quelque chose chez les nouveaux occupants et adapté sa réaction. Claire était confrontée à un dilemme éthique. Révéler l'existence de la chambre R risquait de mettre au jour un crime structurel, mais cela exposerait aussi des vies humaines. Elle se demandait si certains mécanismes avaient perduré parce qu'ils étaient encore utilisés. Et si Montreval n'était pas une exception, mais un modèle. La réaction émotionnelle la plus intense survint lorsqu'Étienne réécouta l'enregistrement, seul, au petit matin. La voix évoquait des dates récentes, postérieures à l'acquisition de la maison. Elle parlait de transition discrète et de continuité d'exploitation garantie par le nouveau propriétaire. Aucun nom n'était mentionné, mais l'implication était claire. Il éteignit l'appareil, mais le son persista quelques secondes dans la pièce, comme un écho. La conséquence fut immédiate. Étienne comprit que sa présence n'était pas anodine. Le manoir l'avait intégré à son système. Luc a disparu quelques jours plus tard, sans dire au revoir, sans laisser de traces officielles. Son appartement était intact, à l'exception des documents relatifs à Montreval. La police a conclu à une disparition volontaire. Claire n'était pas d'accord, mais n'a trouvé aucun élément pour réfuter cette hypothèse. Claire décida de rester, non par courage mais par nécessité.
Si le lieu restait actif, il fallait que quelqu'un observe, enregistre et résiste. Étienne, quant à lui, commença à peu dormir, toujours près de l'escalier de la cave, comme si la vigilance était sa seule défense. Les conséquences n'étaient pas seulement extérieures. Le manoir commença à façonner les comportements, à imposer des rôles. Il ne menaçait pas ouvertement, il absorbait, tout simplement. Et plus le système réagissait, plus il devenait évident que la prochaine action ne viendrait pas d'eux. Cela viendrait de Montreval même. Le changement chez Étienne ne s'est pas opéré comme une rupture brutale, mais comme une transformation intérieure, presque imperceptible. Pendant des décennies, il avait réglé les conflits grâce à ses ressources, son influence et un silence stratégique. À Montreval, aucun de ces outils n'a pleinement fonctionné. Pour la première fois, il lui était impossible de déléguer le risque. Le dénouement de la situation commença par une décision pragmatique. Étienne cessa toute tentative de contact institutionnel, non par désespoir mais par lucidité. Si la maison fonctionnait en marge du système officiel, s'adresser à ce dernier ne ferait qu'activer ses mécanismes de défense. Il commença donc à agir localement, avec retenue, observant les schémas, les horaires et les réactions. Claire avait elle aussi changé. L'historienne, qui jadis recherchait des preuves à publier, endossait désormais un rôle plus proche de celui de gardienne. Elle réorganisa les archives, en fit des copies physiques et les dissimula à divers endroits du manoir. Elle ne faisait plus confiance aux archives numériques. Elle y avait appris que la mémoire pouvait s'effacer facilement lorsqu'elle reposait sur des supports visibles. Ensemble, ils instaurèrent une routine de surveillance silencieuse. Ils ne cherchaient plus à provoquer l'espace. Ils observaient, ils enregistraient, ils attendaient. Le manoir semblait répondre à cette attitude par une étrange stabilité. Les portes cessèrent de s'ouvrir d'elles-mêmes. L'air du sous-sol devint moins oppressant. C'était comme si Montreval réagissait mieux à l'acceptation qu'à la confrontation directe. La maturité d'Étienne s'est traduite par des actions concrètes. Il a revu d'anciens contrats, dissous des partenariats opaques et rompu les liens avec les intermédiaires dont le rôle avait toujours été d'absorber les risques moraux. Pour la première fois, il a pris en compte l'impact humain de décisions qu'il n'avait auparavant considérées que comme de simples chiffres. Le manoir lui-même reflétait de façon amplifiée ses propres omissions passées. Claire, quant à elle, releva son plus grand défi personnel en relisant avec une attention critique le contenu de l'enregistrement. Elle comprit que la voix décrivait non seulement des procédures, mais aussi des adaptations. Le système s'était adapté à l'époque. Pendant l'occupation, il avait servi un régime. Après, il avait servi des intérêts diffus, administratifs et corporatifs. Montreval a survécu parce qu'elle a toujours trouvé quelqu'un prêt à ne pas poser trop de questions. Cette prise de conscience a mené à un choix difficile. Claire a décidé de cesser de chercher qui maintenait la salaire active.
La question la plus importante était « Dans quel but ?» La réponse était simple et terrible, pour que certaines personnes puissent continuer à disparaître sans laisser de traces. La maturité émotionnelle d'Étienne culmina en une attitude qui surprit même Claire. Il commença à s'exposer délibérément. Il dormait dans différentes chambres, se promenait la nuit dans la cave et restait présent là où il avait auparavant délégué certaines tâches. Il ne recherchait pas un contrôle absolu, mais une responsabilité directe. Si le manoir nécessitait la présence d'un opérateur humain, il refusait d'être un simple figurant. Cette position eut des conséquences. Une nuit, l'enregistreur se remit à fonctionner spontanément, mais avec une légère modification. La voix évoquait des interruptions opérationnelles et la nécessité de s'adapter au nouveau profil du responsable. Pour la première fois, le système détectait une résistance. Claire interpréta cela comme un signe ambigu. Ce n'était pas une victoire, mais une réaction. Montreval n'était pas invulnérable. Sa survie dépendait d'une complicité tacite. Leur triomphe ne résulta pas d'une confrontation directe, mais du refus de se conformer à des rôles prédéfinis. Ils n'ont pas cherché à détruire la salle R, ni à la révéler immédiatement. Ils ont opté pour une stratégie plus risquée, ralentir le mécanisme. Claire commença à intervenir subtilement dans les registres internes, modifiant les routines et retardant les procédures décrites sur l'enregistreur. Étienne renforça sa présence constante, rendant impossible le fonctionnement du manoir sans surveillance. L'endroit semblait tolérer cela, mais une tension latente y régnait. La véritable évolution d'Étienne s'est produite lorsqu'il a accepté une vérité dérangeante. Survivre dans le manoir ne suffisait pas. Il devait décider quoi faire du pouvoir qu'il représentait. Pour la première fois de sa vie, la richesse et l'influence ne lui offraient aucune échappatoire facile. Surmonter cette épreuve n'a pas apporté de réconfort. Cela a apporté de la clarté. Et la clarté, à cet endroit précis, était l'étape la plus dangereuse de toutes. La stabilité qu'Étienne et Claire avaient instaurée était fragile, tenue davantage par une vigilance constante que par un véritable contrôle. Ils savaient tous deux que le manoir ne resterait pas longtemps immobile. Montreval fonctionnait par cycle, et chaque cycle, tôt ou tard, exigeait une résolution. Les premiers signes d'accélération sont apparus discrètement. L'enregistreur a commencé à enregistrer des messages plus fréquemment, sans que personne ne l'active. Il ne s'agissait pas de longs enregistrements, mais de fragments opérationnels, des heures, des mentions de capacités disponibles, des références à la nécessité de libérer de l'espace. Le langage était devenu plus objectif, moins descriptif, comme si le système se préparait à une action imminente. Claire remarqua que la pièce R commençait à se réorganiser. Les objets changèrent de place d'un jour à l'autre. Des chaînes, autrefois détendues, semblaient désormais tendues. Le lit de la pièce habitable portait des traces d'utilisation récente. Il n'y avait aucun doute, sa fonction première cherchait à retrouver son utilité. La montée en puissance, jusqu'au dénouement, impliquait également la résolution des intrigues secondaires.
Claire décida de retirer toutes les copies de ses archives du manoir et de les confier à un réseau discret d'historiens indépendants hors de France. Elle ne recherchait pas une publication immédiate, mais plutôt la garantie que l'information serait préservée. Si un événement survenait au manoir, le souvenir ne disparaîtrait pas complètement. Étienne prit une décision encore plus risquée. Il résilia définitivement tous les contrats de sécurité privée et désactiva les systèmes automatisés de la demeure, ne conservant qu'une surveillance manuelle minimale. Son intention n'était pas de se protéger lui-même, mais d'éliminer les intermédiaires. Si Montreval avait besoin d'un opérateur humain, il refusait tout remplaçant. Ce choix provoqua une réaction quasi immédiate. Par une nuit silencieuse, le courant fut complètement coupé au sous-sol. Quelques minutes plus tard, il revint, mais seulement dans la chambre air. Le reste du manoir demeura plongé dans l'obscurité. C'était une illustration flagrante de la priorité donnée à la fonctionnalité. L'enregistreur capta alors quelque chose d'inédit, un message direct. Non pas un rapport, mais un constat. La voix affirmait que la période d'adaptation touchait à sa fin et que la continuité exigeait une définition claire des responsabilités. Aucune menace explicite, juste la froide logique d'un système qui ne tolérait aucune incertitude. Claire comprit ce que cela signifiait. Montreval avait besoin d'un choix humain définitif. Quelqu'un devait assumer officiellement le rôle qu'Étienne avait tenté de subvertir. Le manoir ne fonctionnait pas de lui-même. Il dépendait du consentement, explicite ou implicite. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Claire découvrit, parmi les archives du greffier, une liste de noms récents. Non pas des victimes historiques, mais des personnes disparues ces dernières années, toutes liées à des affaires sensibles, des accusations étouffées et des conflits administratifs. La salle R continua de servir à des fins contemporaines. Le temps pressait. Claire savait que plus ils résisteraient, plus le système les pousserait à trouver une solution. Se préparer à l'affrontement final impliquait de décider comment affronter un ennemi indestructible, dont les conséquences seraient imprévisibles. La nuit précédant le moment décisif, Étienne resta seul des heures durant dans la cave, non pas en guet, mais en interlocuteur silencieux. Il parcourut le couloir, effleura les murs, s'arrêta devant la porte intérieure. Il ne dit rien. Il ne provoqua rien. Il était simplement présent. Lorsqu'il est parti, il a laissé quelque chose derrière lui. Un document signé Il se reconnaissait officiellement comme l'unique propriétaire du manoir et assumait l'entière responsabilité légale de tout ce qui s'y trouvait, connu ou inconnu. Il ne fit pas enregistrer le document chez un notaire. Il le posa sur la table du salon. Claire trouva le journal le matin et comprit le geste. Étienne forçait le système à se dévoiler. Si la salle R exigeait un consentement, il l'offrait, mais à ses conditions. Le manoir répondit par un silence absolu. Aucune vibration, aucun enregistrement, aucun mouvement. C'était le calme avant la décision finale. Le silence qui enveloppait Montreval ce matin-là n'était pas une absence d'activité. C'était une concentration intense. La demeure semblait retenir son souffle, tel un organisme au bord d'une décision irréversible.
Peu après 3 heures du matin, le courant est revenu progressivement, non pas d'un coup, mais par étapes. D'abord le sous-sol, puis le couloir menant à la chambre R. Enfin, la pièce habitable. Les lampes industrielles se sont rallumées silencieusement, froides et stables, comme si elles n'avaient jamais été éteintes. L'enregistreur s'est mis à fonctionner tout seul. La voix n'enregistrait pas de données. Elle parlait en temps réel. Elle a confirmé la réception du document laissé par Étienne. Elle a pris acte de la formalisation des responsabilités. Puis, elle a présenté la conséquence logique. La salle R ne pouvait fonctionner sans un agent humain pleinement intégré. Pendant des décennies, ce rôle avait été fragmenté. Employés, agents, intermédiaires, tous remplaçables. Désormais, pour la première fois, une seule personne en était responsable. Le système nécessitait une validation finale. Claire descendit en entendant le bruit. Elle trouva Étienne déjà dans le couloir, immobile, à l'écoute. Aucune panique ne transparaissait sur son visage. On y lisait une compréhension tardive. Le dénouement ne serait ni une intrusion extérieure, ni une révélation publique. Ce serait un choix. La voix expliqua que Montreval ne choisissait pas ses victimes. Elle les recevait. Des personnes éliminées pour des raisons administratives, juridiques ou politiques. Tant qu'il y aurait quelqu'un prêt à endosser le rôle de contrôle, le mécanisme continuerait de fonctionner. L'alternative était simple et brutale. Sans opérateur humain, le système s'effondrerait au grand jour, révélant les archives, les circuits et les responsabilités de toutes les époques. La révélation centrale eut alors lieu. L'opérateur n'a pas survécu individuellement. Cela s'intégra au cycle. Physiquement présent, mais socialement absent. Un gardien invisible, dont l'existence n'avait pas besoin d'être niée puisqu'elle ne serait jamais consignée. Claire comprit immédiatement. Montreval proposait à Étienne un pacte tacite. Il pourrait endosser le rôle, empêchant ainsi de futures disparitions en ralentissant le système de l'intérieur, mais au prix de sa propre vie publique. Le monde l'oublierait, ses biens seraient redistribués conformément aux anciens contrats, clause automatique déjà prévue. À cet instant, Étienne accomplit l'ultime transformation de son parcours. L'homme qui avait toujours fui ses responsabilités se retrouvait confronté à une forme extrême de celle-ci, non pas en héros, mais en contrainte. Le système n'a pas forcé, il a simplement attendu. Le point culminant était dépourvu de cris, de violence explicite. Il avait suspendu le temps. Claire tenta de discuter, mais comprit que les mots n'y changeraient rien. Le manoir ne fonctionnait pas grâce aux émotions, mais grâce au consentement. Étienne se dirigea vers le salon. Il s'assit à la table. Il toucha le magnétophone. Pour la première fois, il parla. Il n'a pas prononcé de discours. Il a simplement déclaré qu'il acceptait le poste à une seule condition. Aucune nouvelle inscription sans votre autorisation directe. La voix répondit après quelques secondes, ajustant les protocoles. La salaire acceptait les restrictions, à condition que l'opérateur soit présent et actif. Le retournement de situation plausible s'est produit à ce moment-là. Montreval n'avait pas besoin de tuer. Il en avait besoin. Retenir l'horreur ne résidait pas dans la mort, mais dans l'effacement continu.
Étienne n'allait pas interrompre le système. Il allait l'étouffer lentement, le rendant inefficace, lourd, injustifiable. La validation finale fut immédiate. Les portes intérieures se refermèrent. Non pas brutalement, mais avec précision. Le couloir sembla se raccourcir. L'atmosphère devint neutre, fonctionnelle. Claire fut escortée jusqu'à l'escalier sans être touchée. Seules des portes s'ouvraient devant elle et se refermèrent derrière elle. Arrivée au rez-de-chaussée, elle constata que les capteurs avaient été réactivés, mais qu'ils ne faisaient désormais qu'enregistrer sa présence. Au sous-sol, l'enregistreur a enregistré la dernière entrée automatique. Opérateur intégré. Continuité restreinte, phase de confinement amorcée. Claire tenta de retourner sur ses pas. Elle ne put pas. La porte du sous-sol était de nouveau scellée par de nouveaux mécanismes internes, invisibles et permanents. Le dénouement s'est déroulé sans effusion de sang, mais avec une absence totale. Étienne Morel n'est pas mort. Il a été retiré du monde. La disparition d'Étienne Morel fut gérée avec la froide efficacité qu'il avait lui-même cultivée tout au long de sa vie. En moins d'une semaine, des communiqués officiels annonçaient que le milliardaire avait pris sa retraite pour raisons personnelles, confiant la gestion de son patrimoine à des conseils d'administration déjà en place. Aucune enquête ne fut ouverte, aucune question pertinente ne fut posée. Son absence fut absorbée avec une nonchalance administrative. L'hôtel particulier de Montreval fut de nouveau fermé. Cette fois, non plus comme ruine historique, mais comme propriété privée interdite au public. Les travaux furent interrompus. Les registres d'urbanisme furent mis à jour avec des descriptions génériques. Pour le quartier, rien n'avait changé. Le portail rouillé demeura clos. Le lierre continua de pousser. Claire devint la seule témoin consciente de ce qui s'était réellement passé. Les jours suivants, elle tenta de mobiliser ses contacts universitaires et juridiques, mais comprit que le système avait réagi avant même qu'elle puisse entreprendre la moindre action. Les invitations furent annulées. Les messages restèrent sans réponse. Il n'y eut pas de persécution manifeste, juste un désengagement progressif. Elle comprit alors que la véritable conséquence du pacte d'Étienne n'était pas seulement son absence physique, mais disparition progressive du besoin de cet endroit, la salle R restait opérationnelle, mais inerte. Aucun flux, aucune justification fonctionnelle. Le mécanisme n'avait pas été détruit. Il avait été neutralisé par la responsabilité excessive concentrée sur un seul opérateur qui refusait de l'utiliser. Au fil des mois, Claire remarqua de subtils changements dans le monde extérieur. Les cas de disparitions administratives diminuèrent. Des affaires auparavant étouffées refirent surface discrètement, non pas par souci de justice, mais parce qu'il n'existait aucun lieu où certains problèmes pouvaient tout simplement disparaître. Le manoir, à son tour, ne montra plus aucun signe d'activité visible, aucune vibration, aucun enregistrement automatique. Le silence était désormais différent, non plus oppressant, mais pesant, comme une immobilité figée. Claire se rendit à Montreval une dernière fois, des mois plus tard, munie de documents génériques qui n'en précisaient pas le motif. Il parcourut les couloirs déserts, sentit l'air froid du sous-sol, mais la porte demeurait inaccessible. Plus aucun cadenas n'était visible.
Juste une surface lisse, intégrée au mur comme si aucune ouverture n'y avait jamais existé. Elle a discrètement déposé un dossier contenant les copies définitives des documents historiques dans un coffre-fort extérieur, hors de France. Non pas pour dénoncer immédiatement la situation, mais pour semer une graine. Certaines vérités ont besoin de temps pour trouver le moment propice pour émerger. La conclusion n'apportait aucun réconfort. Le monde n'avait pas radicalement changé. Le passé n'avait pas été réparé, mais quelque chose d'essentiel avait été interrompu. Montreval resta debout, mais cela ne fonctionnait plus comme avant. Et quelque part en contrebas de la ville, un homme se tenait vigilant, non pas en victime ni en héros, mais comme un rempart conscient contre un mal qui n'aurait jamais dû triompher. Lorsque le dernier mur de la cave céda enfin, le silence devint insupportable. Derrière les briques anciennes, un compartiment secret apparut, scellé depuis le début du XXe siècle. À l'intérieur, point d'or ni de reliques précieuses, seulement boîtes en bois, des documents jaunis et une archive photographique inquiétante. Les documents ont révélé des noms, des dates et des signatures liées à disparitions non résolues dans la région. Des familles entières avaient été effacées des registres officiels. Les photographies montraient l'intérieur du manoir utilisé comme lieu de confinement durant l'occupation allemande, le sous-sol servant de cellule improvisée. Mais la découverte la plus choquante se trouvait tout en bas. Un tous les jours, écrit par l'ancien propriétaire, avouant que le manoir n'était pas seulement une cachette, c'était un point de livraison humaine où les gens étaient détenus avant d'être emmenés vers des destinations inconnues. Le milliardaire réalisa alors qu'il n'avait pas simplement acheté un manoir abandonné. Il avait déterré un crime que quelqu'un a tout fait pour dissimuler pendant 80 ans. Le mal n'était pas dans les murs, cela figurait dans l'histoire qu'ils ont conservée. Après les révélations faites à la cave, le milliardaire prit une décision qui surprit même son équipe juridique. Au lieu de faire taire le passé, ils ont remis tout le matériel aux autorités françaises. Et a autorisé la publication intégrale des documents et des photographies. L'enquête a été rouverte. Les journaux nationaux ont titré « Un crime enfoui depuis 80 ans refait surface dans un manoir français ». Des historiens ont confirmé que la propriété avait servi de centre de détention clandestin pendant l'occupation, sans aucune trace officielle. Les descendants des victimes, dont beaucoup ignoraient le sort de leurs proches, ont enfin obtenu des réponses et un lieu de recueillement. Le manoir ne fut jamais revendu. Elle a été transformée en une mémorial silencieux. Le bâtiment a été conservé exactement tel qu'il était le jour de sa découverte. Le sous-sol, auparavant scellé, est devenu l'espace central pour les visiteurs. Non pas pour les choquer, mais pour leur rappeler son histoire. Le milliardaire ne s'est plus jamais exprimé publiquement sur cette affaire. Dans une unique déclaration, il n'a laissé qu'une seule phrase. Certaines propriétés n'appartiennent pas à ceux qui peuvent se les offrir. Elles appartiennent à la mémoire de ceux qui y ont souffert. Et ainsi,
Ce qui aurait dû n'être qu'un simple investissement de luxe est devenu un acte de justice tardif, prouvant ainsi que parfois la véritable valeur d'un lieu réside dans les vérités qu'il oblige le monde à affronter. Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. De nouvelles histoires vraies, des mystères oubliés et des révélations troublantes chaque semaine.